Bonjour et bienvenue sur le webinaire « Toutes les clés pour déclarer son CIR ». Nos deux experts vont vous présenter les bonnes pratiques pour obtenir votre financement. Ce webinaire durera environ une trentaine de minutes et vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez à l'aide du panneau qui se situe à droite de votre écran. Nos différents experts y répondront en fin de session. Je vous présente donc François-Xavier qui est fiscaliste. Bonjour à tous. Et Fabrice Gallois, expert scientifique. Bonjour. Je passe la parole à Fabrice qui va vous présenter le sommaire de ce webinaire. Alors effectivement, à un peu moins de 50 jours maintenant de la déclaration du crédit d'impôt recherche, il nous paraissait opportun de vous proposer de rebalayer les axes principaux à s'assurer, à vérifier avant le dépôt de la déclaration qui doit intervenir le 15 mai. Donc l'objectif, c'est effectivement de reprendre le chemin de vie du crédit d'impôt recherche, de l'étude des projets qui vont pouvoir être dans le cadre du CIR et quels sont les risques qui pèsent sur ces projets retenus, être sûr qu'il n'existe plus de projet incertain dans la valorisation de son crédit d'impôt recherche, être sûr également qu'on a bien quantifié et qu'on a pris les bons temps passés sur les opérations de R&D et donc que ces temps sont correctement qualifiés, que ces temps sont également liés avec du personnel qualifié au sens du crédit d'impôt recherche, que la sous-traitance, qui est éligible au titre du CIR de manière encadrée, mais pour laquelle on peut reprendre des prestations effectuées à l'extérieur, sont également éligibles, et que je dispose de toute la justification de manière globale de la population, que je dispose de tous les documents techniques qui vont pouvoir être robustes à l'épreuve d'un contrôle fiscal. Et enfin, qu'est-ce que je fais de ma créance? Comment j'utilise ma créance potentiellement? Est-ce que je la préfinance? Est-ce que je la finance à partir d'une mobilisation de créance ou est-ce que je vais pouvoir l'utiliser sous la forme d'une restitution de la part de l'administration fiscale? Voilà tous les points que nous allons balayer ensemble aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire. Et tout d'abord, nous allons commencer par un petit sondage. Ce webinaire est interactif. Donc, vous sentez-vous prêt à J-49, comme disait Fabrice, à moins de 50 jours, pour déclarer votre CIR? Alors, je vais donc vous lancer ce webinaire. Je vous invite à choisir la réponse qui vous convient le mieux. Je lance le sondage. N'hésitez pas à répondre. Je vous laisse le temps de répondre, bien évidemment, à ce sondage. Et je vais bientôt terminer la collecte de vos réponses. Et donc, je ferme le sondage et je vais donc vous diffuser les résultats. Alors, les résultats, en l'occurrence, vous êtes un peu plus de 80% à être plutôt incertain, voire pas encore prêt dans le cadre de la déclaration du crédit d'impôt recherche. Donc, ça paraît effectivement être un sujet qui est intéressant pour bien verrouiller que tous les points, effectivement, sont à étudier, en espérant que les clés qu'on va vous donner tout au long de cette session pourront permettre aux incertains ou aux personnes qui ne sont pas prêtes de pouvoir les réassurer sur la valorisation de leur crédit d'impôt recherche. Donc, nous allons commencer tout d'abord avec les risques qui peuvent peser sur l'éligibilité d'un projet retenu. En préambule, on rappelle que le crédit d'impôt recherche est un dispositif qui est déclaratif, donc sur la base de la déclaration du contribuable, et dont le coût annuel est évalué à environ 5,5 milliards d'euros. Dès lors, il est assez compréhensible qu'il fasse l'objet d'un contrôle qui soit rigoureux et même de plus en plus professionnel de la part des administrations de vérificatrices. Pour en maîtriser les risques, la pierre angulaire, c'est d'identifier chaque année les projets qui sont susceptibles de rentrer dans son champ d'application. Et pour cela, la difficulté est de connaître et d'assimiler les référentiels d'éligibilité pour le CIR qui peuvent laisser place à une certaine interprétation et donc
une subjectivité avec tout le risque que ça peut comporter de se tromper. Alors les référentiels, ce sont référentiels comme la loi, la doctrine administrative, mais aussi l'interprétation par le ministère de la Recherche qui est éclairée également par le manuel de Frascati. Sur la base des référentiels en jeu, l'enjeu c'est de définir la robustesse de son CIR à travers ce qu'on peut proposer être une méthodologie de hiérarchisation de ces projets en termes de matrice SWOT, force, faiblesse, notamment menaces et faiblesses, donc pour pouvoir étudier ces projets. Les résultats de la hiérarchisation serviront à élaborer des plans dont on parlera tout à l'heure, des plans qui seront des plans d'action à court ou moyen terme pour corriger les zones de faiblesse qui sont constatées sur certains des projets. Pour cela, il nous semble important de faire reposer toute méthodologie d'analyse sur 3 piliers définis chacun par une grille de notation spécifique. Les piliers qui sont donc le niveau d'éligibilité du projet, avec par exemple les verrous scientifiques pour le niveau d'état de l'art qui est rencontré dans le cadre du projet. Deuxième pilier sur la capacité de justification technique de ces projets. Est-ce que je suis capable de montrer que mes projets rentrent bien dans le cadre du CIR? Et enfin, et c'est l'objet du diamètre du cercle que vous avez en bleu, les enjeux financiers, l'estimation des enjeux financiers qui sont liés à chaque projet étudié. Donc ces piliers sont essentiels pour répondre aux questions posées en cas de contrôle fiscal qui sont de 2 ordres. Est-ce que mes projets sont éligibles et est-ce que je suis capable de le montrer scientifiquement? Ce qui nous amène à la deuxième question de savoir si on est sûr de ne plus avoir de projets incertains. Donc, une fois que le scoring est réalisé sur l'ensemble du portefeuille projet, ceux-ci vont pouvoir être hiérarchisés selon le prisme du CIR et c'est à ce moment-là qu'on va voir apparaître les zones de force, faiblesse, opportunité ou encore menace. Des projets en force qui correspondent à des projets de haut niveau d'éligibilité et de bonne capacité de justification, c'est ceux qui sont illustrés dans le cadran en haut à droite en vert, vont constituer des cas plutôt simples à traiter puisqu'on se dit a priori qu'ils vont être éligibles, donc pas de question à se poser. Cas simple à traiter également, c'est celui à l'inverse des projets qui sont en menace, donc les projets en bas à gauche, qui sont de faible niveau d'éligibilité et de capacité de justification scientifique également faible. Donc ceux-là, représentés en rouge, vont a priori plutôt être exclus de la valorisation du crédit d'impôt recherche, puisque non seulement le niveau scientifique est plutôt bas, et en plus de ça, on n'aura pas la capacité de pouvoir les justifier scientifiquement. Les autres cas seront plus complexes. Ils vont correspondre aux projets pour lesquels soit le niveau d'éligibilité et de capacité de justification sont moyens, soit que ces niveaux sont opposés, c'est-à-dire qu'on a une éligibilité faible, mais par opposition une bonne capacité de justification, et inversement, une éligibilité correcte, mais une faible capacité de justification. Là, pour le coup, c'est la notion d'arbitrage pour la sélection ou non du projet qui va rentrer en ligne de compte, et de mettre en place éventuellement des plans d'action pour le présent ou pour l'avenir en vue de renforcer le positionnement du projet ou d'une thématique scientifique. Alors du coup, quels vont être potentiellement ces plans d'action? Si l'éligibilité est faible, le plan d'action immédiat va consister à 4 points différents. Vérifier et revérifier en profondeur l'adéquation entre les verrous, les travaux et les apports de connaissances pour vous forger la meilleure conviction possible et pour être sûr que vous avez effectivement bien aligné l'ensemble de ces 4 points. Il est également possible de contacter de manière informelle les délégations régionales pour la recherche ou la technologie, voire le ministère de la Recherche. Elles ne sont pas obligées de vous répondre, mais par contre, leur avis peut être intéressant pour vous donner des indications sur leur tendance vis-à-vis des projets que vous aurez à présenter. Notamment, vous pouvez faire appel au rescrit. Alors, c'est malheureusement un petit peu tard dans le cadre du crédit d'impôt recherche 2017, mais jusqu'à 6 mois avant la déclaration, vous avez la possibilité de demander un rescrit auprès de l'administration fiscale pour lui demander une position formelle sur le projet. Enfin, vous pouvez aussi recourir à des cabinets de conseil, qu'il s'agisse d'EMIG ou de confrères, qui soient plutôt référencés par la médiation des entreprises pour l'accompagnement sur le crédit d'impôt recherche ou le crédit d'impôt innovation.
en vue d'obtenir un avis éclairé et argumenté et bénéficier de l'expertise et du benchmark de ces cabinets qui gèrent un nombre important de projets différents sur plusieurs domaines et qui donc pourront vous apporter un éclairage intéressant et efficace vis-à-vis du benchmark. Sans véritable réponse ou conviction, nous vous conseillons de ne pas retenir le projet pour le CIR parce que, au-delà du risque de redressement associé, cela peut contribuer à décrédibiliser l'ensemble du dossier. Donc, il faut faire notamment attention à cette démarche d'arbitrage. Si vous avez du temps, il peut être intéressant de mettre en place un plan d'action à long terme, donc pour préparer l'avenir, plan d'action qui peut passer par 3 points à notre sens. D'une part, structurer davantage la démarche R&D, c'est-à-dire définir une stratégie de R&D et positionner le projet dans cette stratégie, développer vos processus d'innovation et implémenter des échelles de maturité technologique, comme par exemple l'échelle des TRL, la technologie et réduction, ou encore s'équiper d'outils autour, par exemple, de la veille technologique pour maintenir vos connaissances scientifiques à chaque instant et être capable de montrer aux vérificateurs que vous avez effectivement cette logique de maintien à niveau constant de vos connaissances. Deuxième axe possible pour l'avenir, c'est formaliser l'avancement des travaux, donc donner une attention plus particulière au moment où vous réalisez des travaux, donc en temps réel, sur la justification que vous faites de ces travaux. Exemple typique, même s'il est un peu lourd, vous pourriez mettre en place ce qu'on appelle un cahier de laboratoire pour permettre à vos chercheurs techniciens de bien noter point par point l'avancement des travaux et la manière dont ils gèrent cet avancement. Troisième possibilité qui peut consister à nouer des partenariats avec des organismes R&D ou encore embaucher des thésards ou des jeunes docteurs pour mener les projets. Ça, par expérience, on sait que ce sont des indicateurs R&D intéressants, même s'ils ne sont pas suffisants pour valider à 100% un projet, mais ils peuvent contribuer à donner une appréciation vraiment positive de vos projets et de manière plus globale de vos dossiers auprès des vérificateurs. Dans le cas d'un projet à capacité de justification plutôt faible, le plan d'action à court terme peut consister en 3 points principaux. Formaliser et illustrer la démarche de R&D, on vient aussi de le voir sur l'aspect éligibilité. Identifier les éléments manquants pour constituer le dossier technique justificatif, à savoir principalement l'état de l'art et les incertitudes qui en découlent, la description détaillée des travaux et l'apport de connaissances scientifiques apportées par ces travaux. Enfin, encore une fois, si nécessaire, recourez à un conseil référencé si vos ressources sont insuffisantes ou que vous ne disposeriez pas des outils nécessaires, par exemple, pour réaliser des états de l'art pertinents. À long terme, il est recommandé de synchroniser le processus avec votre cycle de recherche et développement, plus spécifiquement celui du projet, c'est-à-dire définir les livrables adaptés au cycle du projet qui pourront être utilisés pour la justification du CIR. Nous y reviendrons tout à l'heure. Il convient de préparer et collecter ces livrables en temps réel. Ce type de pilotage permettra également de suivre le budget CIR au fur et à mesure de l'avancée des travaux et de bien vérifier en temps réel que vos projets seront bien justifiables le moment venu. Alors maintenant, je vais laisser la parole à François-Xavier qui va aborder tout l'aspect de collecte des temps passés sur les projets. Donc, une fois les projets éligibles identifiés, il va falloir identifier les dépenses éligibles liées à ces projets. Donc, le poste de dépense le plus important du crédit d'impôt recherche est le poste des dépenses de personnel. Donc, en effet, statistiquement, 50% des dépenses déclarées par an par les entreprises sont des dépenses de personnel. Et donc, quand on y ajoute les dépenses de fonctionnement, ça fait que à peu près 78% des dépenses déclarées au titre du crédit d'impôt recherche sont liées à des dépenses de personnel. C'est donc un poste sur lequel il convient d'être très exhaustif pour pas perdre de crédit d'impôt recherche, mais c'est également, et c'est le revers de la médaille, un poste qui est très contrôlé par l'administration fiscale en cas de contrôle. Donc, il est très important de se constituer une documentation justificative pertinente pour pouvoir préparer son contrôle fiscal éventuellement et pour également pouvoir être exhaustif. Donc, afin d'être exhaustif, il convient de bien identifier dans un premier temps les phases de votre projet
qui vont être éligibles. Donc en effet, comme vous l'a indiqué Fabrice, vous allez identifier dans tous vos projets ceux qui rentrent dans la définition de la R&D du crédit d'impôt recherche, mais dans ces projets, tous ne seront pas, toute la phase du projet de A à Z ne sera pas éligible. Il va falloir subdiviser votre projet en différentes phases et donc schématiquement, comme vous l'a expliqué Fabrice, tant qu'il restera une incertitude technique, on pourra considérer qu'on est dans la R&D au sens du CIR, mais dès lors que cette incertitude technique a disparu, on ne sera plus dans les dépenses éligibles au crédit d'impôt recherche, alors même que le projet va continuer. Donc une fois que vous avez identifié les phases éligibles au crédit d'impôt recherche, qui correspondent donc aux phases pendant lesquelles vous allez engager des dépenses que vous allez pouvoir valoriser au crédit d'impôt recherche, il va falloir identifier le personnel éligible au crédit d'impôt recherche que vous allez pouvoir valoriser. Donc effectivement, tous les salariés travaillant sur le projet ne vont pas pouvoir être valorisés. Une fois que vous avez identifié le personnel, et donc ça fera l'objet d'un développement qui viendra juste après par Fabrice, qui pourra être valorisé au titre du crédit d'impôt recherche, il va falloir valoriser le temps passé par ce personnel sur les travaux éligibles. En effet, tous les salariés qui sont éligibles ne vont pas passer 100% de leur temps sur de la R&D éligible, et il ne conviendra de valoriser que les dépenses qui seront liées au temps passé sur des travaux de R&D que vous allez valoriser au crédit d'impôt recherche. Donc pour cela, il va convenir de se doter de moyens de preuve importants. Donc effectivement, d'être en mesure de répartir le temps par projet et par personne, c'est quelque chose que l'administration fiscale va être sensible à ce genre de moyens de preuve. Également vous êtes en mesure de identifier quels salariés ont travaillé sur quelle phase du projet, voilà, il va falloir rentrer dans un niveau de détail assez important pour pouvoir prouver à l'administration fiscale que vous avez eu un suivi des temps affectés à la R&D suffisamment précis et rigoureux. Donc en effet, il n'y a pas ni dans la loi ni dans la jurisprudence de moyens de preuve qui sont attendus et qui font office, qui sont incontestables. En revanche, il faut avoir des moyens de preuve suffisamment précis et rigoureux, donc ce sont les termes de la jurisprudence, pour pouvoir justifier le temps qui a été passé par vos salariés sur les projets de R&D. Donc, à notre sens, le moyen le plus certain pour pouvoir se préparer à un contrôle fiscal et qui est d'expérience le moins remis en cause, c'est de se doter d'une base de pointage. Donc voilà, vous faites pointer vos salariés sur une base de pointage et dès lors qu'ils travaillent sur un projet éligible, ils rentrent leurs heures sur cette base. Donc voilà, et en cas de contrôle fiscal, on fournit cette base à l'administration fiscale et c'est un moyen de preuve qui est assez intéressant, qui est généralement suffisamment précis et rigoureux et qui met fin au débat sur ce sujet en général en cas de contrôle fiscal. Donc il existe des solutions il existe des solutions de base de pointage. Par exemple, on vous a mis la Boxy là, qui est une solution de suivi des temps de R&D et qui permet effectivement de réduire les risques en cas de contrôle fiscal. Également, on voulait faire un petit focus sur un dernier point, c'est les personnes que vous allez valoriser à 100% à la R&D. Donc effectivement, dans les textes, rien n'interdit à ce qu'un salarié soit valorisé à 100% sur des travaux de R&D, mais en pratique, l'administration fiscale n'aime pas trop ce genre de taux d'éligibilité trop important, puisque l'administration fiscale a tendance à considérer qu'un salarié ne passe jamais 100% de son année sur des travaux de R&D, mais a toujours des tâches administratives à effectuer, des réunions de management, des choses comme ça, et donc n'est pas très encline à accepter une valorisation à 100%. En revanche, rien ne vous interdit de le faire, mais si vous décidez de le faire, dotez-vous de moyens de preuve très, très importants parce que ça peut être challengé par l'administration fiscale. Voilà, donc une fois la méthodologie de valorisation bien identifiée, il va falloir identifier les personnels éligibles. Et donc là, je vais rendre la parole à Fabrice qui va vous indiquer quels sont les types de personnels que vous allez pouvoir valoriser au titre du crédit d'impôt recherche. Alors effectivement, le sujet de la qualification du personnel, c'est un sujet important. Dans le rapport de la Cour des comptes
concernant le crédit d'impôt recherche, alors qui date un peu moins, hein. Il a été remis par la Cour des comptes il y a à peu près 5 ans, mais la Cour des comptes avait identifié la qualification du personnel comme le deuxième motif principal de rehaussement du CIR après l'éligibilité des travaux de R&D. C'est dire si quand même c'est un sujet d'importance vis-à-vis du crédit d'impôt recherche. Donc, on a étudié l'éligibilité des projets. Vous avez recensé l'ensemble des phases du projet et toutes les personnes qui ont participé au projet sans distinction. Maintenant, il s'agit de croiser ces informations avec les personnels éligibles au titre du CIR. Donc, pour mémoire, les personnes à retenir au sens du CIR, ce sont les chercheurs, ingénieurs et techniciens de recherche. L'évaluation de ce personnel au sens du CIR est plutôt guidée par une approche qui est pragmatique. Par exemple, les personnes qui sont assimilées aux ingénieurs, c'est-à-dire celles qui ne possèdent pas de diplôme, peuvent quand même être retenues au titre du CIR, pour autant qu'elles aient été promues, donc qu'elles aient la fonction reconnue d'ingénieur dans la société, qu'elles soient rémunérées selon la qualification des ingénieurs et qu'elles exercent effectivement des fonctions d'ingénieur affectées à la recherche. En complément, les techniciens sont les personnes qui assurent le soutien technique indispensable aux travaux de R&D en étroite collaboration avec les chercheurs, même si leur formation ne les destinait pas nécessairement à l'exercice d'activités dans le secteur de la R&D. L'approche pragmatique que j'évoquais à l'instant, elle s'attache davantage à démontrer la nature des fonctions effectivement exercées par les salariés pour déterminer leur qualification et doit aboutir au fait que les diplômes et CV doivent être complétés d'autres pièces justificatives, comme par exemple les contrats de travail, les fiches de paye, les fiches de poste, des livrables R&D qui soient nominatifs ou encore les pointages et les relevés de temps détaillés, comme l'évoquait François-Xavier à l'instant. Il s'agit donc de se constituer une véritable bibliothèque de pièces justificatives qui permettront aux vérificateurs d'observer des faisceaux d'indices favorables et concordants pour aboutir, in fine, à une validation rapide du personnel retenu. En synthèse, en croisant le total de l'activité R&D de l'entreprise avec les personnes qualifiées au sens du CIR, on aboutira alors pour chaque projet à un détail des phases dans lesquelles les opérations et personnels éligibles pourront être spécifiquement isolés et justifiés en vue du calcul du crédit d'impôt recherche. Nous allons passer maintenant à un second sondage. Sur ce second sondage, je vous invite à répondre à la question suivante. Quels sont les motifs de rejet auxquels vous avez été confrontés dans le cadre de vos travaux de sous-traitance? Je vous invite à répondre à différentes questions. Manque de justification scientifique, inéligibilité des travaux de sous-traitance, inéligibilité des travaux nécessaires, qualification des organismes sous-traitants, aucun rejet sur ce poste de dépense. Je vous invite à répondre. Donc les réponses arrivent. Je vous laisse le temps de répondre. N'hésitez pas. Et nous aurons le plaisir de commenter ces résultats en live. Et c'est François-Xavier qui nous en parlera. Donc, je ferme le sondage. Je ferme le sondage et je vous le partage en instantané. Donc on voit bien que, alors c'est assez intéressant dans le sens où vous êtes à peu près 70% à n'avoir aucun rejet sur ce poste de dépense. En revanche, on voit que lorsque ce poste de dépense a été contrôlé, il ressort pas mal que c'est pour un manque de justification scientifique ou d'inéligibilité des travaux de sous-traitance. Alors nous, on a décidé de vous faire un petit focus sur ce point cette année, parce que il ressort de notre expérience que c'est un sujet qui apparaît de manière de plus en plus importante lors des contrôles fiscaux. En effet, si les textes n'ont pas évolué particulièrement ces derniers temps sur le sujet, il ressort de notre expérience des contrôles fiscaux que les attentes de l'administration ont évolué sur ce point. Donc effectivement, les textes n'ont pas évolué et la doctrine administrative indique que sont éligibles au CIR les dépenses de recherche nettement individualisées engagées vers un prestataire privé agréé ou un organisme de recherche public.
Donc, comme c'est un poste qui est de plus en plus regardé, on vous a indiqué quand même quels sont les éléments qui peuvent vous être demandés en cas de contrôle fiscal sur ce sujet. Donc, lorsque vous sous-traitez vers un organisme de recherche public, effectivement, la question de l'agrément ne se pose pas. Lorsque vous sous-traitez vers un organisme privé, effectivement, il est intéressant de vérifier, donc ça c'est assez simple, il y a des listes qui sont présentes sur le site du ministère de la Recherche, que le prestataire est bien agréé. Également, on va vous demander le contrat de sous-traitance. Donc, pour vérifier que vous êtes bien dans une relation de recherche et développement et que les travaux que vous sous-traitez sont soit pris individuellement, donc ça on va y revenir, soit par rattachement des travaux de R&D et donc éligibles au crédit d'impôt recherche. Donc également, on va vous demander le lien avec les projets. Donc, c'est-à-dire que si ce sont des travaux que vous sous-traitez qui ne sont pas individuellement de la R&D, il va falloir être en mesure d'indiquer un lien fort avec les projets éligibles menés en interne pour prouver qu'on est dans une relation de sous-traitance au sens du crédit d'impôt recherche. Également, on va vous demander les cahiers des charges, les livrables représentant les développements et la facture des travaux éligibles. Donc, comme pour les autres points, il n'y a pas de moyens de preuve qui sont exigés par l'administration fiscale ou par le MESR. En revanche, tous ces éléments peuvent vous être demandés et on vous conseille vraiment de vous doter d'une documentation justificative au fil de l'eau, puisque comme vous le savez, vous pouvez être contrôlé au titre du crédit d'impôt recherche jusqu'à 4 ans qui suivent l'engagement des dépenses de recherche. Donc, si vous ne vous constituez pas une base documentaire suffisamment solide, il est très dur de revenir 4 ans après sur les éléments sur les travaux que vous avez sous-traités, sachant que aujourd'hui l'administration fiscale a tendance à demander une description très précise des travaux qui sont sous-traités. Donc, dans la mesure du possible, constituez-vous une documentation justificative assez importante au fil de l'eau et rédigez vos contrats de travail et les factures de manière à laisser apparaître le plus d'informations possible dedans, de manière à ce que ce soit le plus simple à retrouver. Donc, l'idée, effectivement, c'est de justifier chaque euro que vous allez valoriser au titre du crédit d'impôt recherche. Et maintenant, effectivement, les textes n'ont pas évolué, mais il y a une nouvelle pratique de l'administration fiscale qu'on a eue lors de plusieurs contrôles fiscaux, et ça devient même assez important. C'est la problématique de la prestation nettement individualisée. Donc, le guide du MESR, donc, qui est un guide édité par le ministère de la Recherche tous les ans, qui n'a aucune valeur opposable ni aux contribuables ni à l'administration fiscale, mais qui est cependant assez utilisé et qui est assez intéressant pour voir la position de l'administration fiscale et du MESR sur certains points. Et donc le guide du MESR a ajouté aux conditions d'éligibilité de la sous-traitance chez le donneur d'ordre une condition en indiquant qu'une prestation sous-traitée qui n'est pas de la R&D individuellement est éligible au CIR, même si elle est indispensable à la réalisation du projet. C'est-à-dire que ne vont pouvoir être valorisés, donc selon le MESR, au titre du crédit d'impôt recherche du donneur d'ordre, que les travaux qui sont pris individuellement de la R&D. Donc un travail de R&D qui va être par rattachement au projet mené en interne de la R&D ne sera pas considéré par l'administration fiscale comme éligible au titre du crédit d'impôt recherche. Donc voilà, donc ça c'est une problématique. Donc on a échangé avec le MESR sur ce sujet-là et il nous a été indiqué que ce serait vraiment la position dorénavant du MESR sur le sujet, et on a remarqué que l'administration fiscale avait vraiment tendance à suivre le MESR sur ce point-là. Donc effectivement, les textes opposables n'ont pas changé sur le sujet, mais voilà, soyez conscients que ce sujet-là est un sujet qui est régulièrement soulevé lors des contrôles fiscaux, et donc si vous décidez de ne pas changer votre position sur le sujet, dotez-vous d'une documentation justificative vraiment solide et essayez de donner une coloration de R&D la plus importante possible lorsque vous aménagez des moyens de preuve sur vos activités de sous-traitance. Il y a également un point qu'on voulait faire sur la mise à jour de la doctrine administrative, donc, qui a eu lieu en avril 2017.
sur le sujet de la sous-traitance également, qui indique qu'en cas de retrait de l'agrément, la date à prendre en compte pour apprécier si le sous-traitant est agréé est celle de la signature du contrat de sous-traitance. Donc effectivement, traditionnellement, l'administration fiscale en cas de contrôle, pour vérifier la condition de l'agrément, avait tendance à vérifier la date de la facture. Donc aujourd'hui, ce que nous indique la doctrine administrative, c'est que en cas de retrait d'agrément, puisque plusieurs sociétés agréées ont demandé récemment de se faire retirer leur agrément, donc la nouvelle lecture de l'administration fiscale est de dire que pour apprécier la condition de l'agrément, il va falloir se placer non plus à la date de la facturation des travaux, mais à la date de signature du contrat de sous-traitance. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a été indiqué donc, par la doctrine administrative à propos des prestataires qui demandent le retrait de leur agrément. Et il n'a pas été précisé si cette condition est valable également en cas de non-renouvellement de l'agrément. Voilà, plus globalement, donc, il faut se tenir prêt à un contrôle fiscal et le plus sûr moyen de l'être est se constituer une documentation justificative inattaquable. Donc, je vais donner la parole à Fabrice qui va développer ce point par la suite. Alors, effectivement, là, on va aborder la documentation technique justificative de manière un peu plus globale. Donc, on a vu tout au long de ce webinaire des points saillants pour construire son chiffre crédit d'impôt recherche. Maintenant, comment le justifier de manière globale? La difficulté principale, c'est que la plupart des contribuables au sens du CIR déclarent du CIR sur des projets plutôt avec une vision industrielle ou une vision produit. La difficulté va consister à pouvoir coupler cette vision produit avec une vision qui est beaucoup plus proche de la recherche fondamentale ou de la recherche appliquée, qui est celle du ministère de la Recherche. Et l'enjeu, c'est d'arriver à faire à un moment donné coïncider les deux, mais à partir de données internes qui ne sont pas forcément qualifiées en tant que telles pour passer l'épreuve d'une justification au sens du CIR. Donc l'objectif, ça va être finalement de déconstruire sa vision industrielle pour se rapprocher de celle du ministère de la Recherche et donc de se fondre dans une démarche qui sera une démarche expérimentale. Pour ça, il y a deux leviers qui sont importants et sur lesquels les experts vont fonder leur analyse sur l'éligibilité. C'est avant tout le couplage entre les verrous et l'état de l'art. Donc, être bien capable de montrer que vous avez été confronté à des situations techniques, technologiques, scientifiques potentiellement bloquantes qui n'ont pas permis, avec les connaissances accessibles, d'où la réalisation d'un état de l'art vraiment qualifié au sens R&D, de résoudre les verrous rencontrés. Bon. Le plan rédactionnel du ministère de la Recherche, il est décomposé en 6 parties. Montrer les objectifs du travaux et les verrous, établir un état de l'art, décrire les travaux qui ont été réalisés par l'apport de la démarche expérimentale, se servir des indicateurs, et c'est un point important, on l'a déjà vu tout à l'heure avec la mise en avant des indicateurs type Jeune Docteur ou Thésard, mais quand vous avez un autre indicateur comme par exemple la publication qui a pu être faite suite au projet ou le dépôt d'un brevet, il faut le mettre également. Donc, même si ça n'est pas une preuve en tant que telle de R&D au sens du CIR, c'est un faisceau d'indices, encore une fois, qui est important vis-à-vis des vérificateurs. C'est une véritable démonstration, le dossier technique au sens du CIR, c'est-à-dire qu'on part d'un point A qui est l'objectif du projet pour arriver à un point X qui est de démontrer l'apport de connaissances scientifiques que vous pourriez être amené à partager, et même si vous ne le faites pas, mais que vous pourriez être amené à partager avec vos pairs, vos confrères, vos clients, vos fournisseurs, pour démontrer que vous avez apporté une connaissance complémentaire vis-à-vis des connaissances de l'homme du métier normalement compétent. Alors, pour ce faire, il est effectivement nécessaire d'établir un état de l'art, donc un état des lieux des connaissances scientifiques au démarrage des projets, et l'idéal, c'est d'arriver à se munir d'outils ou de solutions qui vont vous permettre de vous appuyer sur ces recherches d'état de l'art. Alors, on vous a mis ici comme exemple le moteur de recherche Expernova, qui est un moteur de recherche assez large de recherche de solutions partenaires
donc pour vous permettre de guider finalement votre recherche d'éléments scientifiques a priori, mais il y en a d'autres comme la base de données Scopus pour les publications ou encore la base de recherche de brevets Orbit Questel. Ce sont des bases de données qui peuvent être un peu onéreuses, mais qui pour autant donnent une valeur ajoutée à votre recherche d'éléments scientifiques dans l'état de l'art et qui vont vous permettre de faire ressortir l'apport de connaissances scientifiques dans l'état de l'art. L'objectif in fine, on a parlé beaucoup pendant ce webinaire de faisceaux d'indices. L'objectif du dossier technique, à un moment donné, c'est de mettre en valeur ces faisceaux d'indices, de pouvoir leur donner une architecture qui soit claire pour convaincre avec le moindre effort possible, entre guillemets, le vérificateur, qu'il soit inspecteur des finances publiques ou expert auprès du ministère de la Recherche. Donc, les faisceaux d'indices, ça veut dire on dispose de tous les documents justificatifs. Le formalisme, on se rapproche du formalisme du ministère de la Recherche autant que possible parce qu'à un moment donné, on peut être confronté à un expert du ministère de la Recherche et on montre bien la logique de démonstration entre j'ai des objectifs, je suis confronté à des verrous et au final, j'ai fait progresser les connaissances de l'homme du métier normalement compétent. Alors, une fois qu'on a fait tout ça, on a préparé l'ensemble de son dossier de crédit d'impôt recherche. La question, c'est comment est-ce qu'on va utiliser la créance? Et donc, je me tourne vers François-Xavier pour pouvoir vous donner des clés sur l'utilisation de cette créance. Voilà, donc effectivement, une fois qu'on a identifié nos projets et nos dépenses éligibles, il faut déclarer son crédit d'impôt recherche. Donc pour cela, on va remplir une déclaration, donc le formulaire 2069A, que l'on va déposer à l'administration fiscale, à votre centre des impôts, en même temps que votre déclaration de solde sur l'impôt sur les sociétés. Et donc le crédit d'impôt recherche, comme le disait Fabrice tout à l'heure, est un dispositif déclaratif, c'est-à-dire que le dépôt de la déclaration de crédit d'impôt recherche va faire naître votre créance de crédit d'impôt recherche. Donc votre créance de crédit d'impôt recherche, le principe, c'est qu'elle s'impute sur votre impôt sur les sociétés. Le principe, toujours, c'est que si votre créance de crédit d'impôt recherche est supérieure à votre impôt sur les sociétés, vous allez avoir une créance inutilisée de crédit d'impôt recherche qui va se reporter sur vos impôts sur les sociétés suivants. Ce report va être possible sur les 3 impôts sur les sociétés suivant l'année où vous déclarez. Donc, vous allez imputer en réalité votre crédit d'impôt recherche sur 4 impôts sur les sociétés consécutifs. Si à l'issue de ces 3 années suivantes, votre crédit d'impôt recherche n'est toujours pas imputé, vous allez pouvoir en demander le remboursement. Donc ça, c'est le principe. Il existe des exceptions, donc par exemple pour les PME, qui vont pouvoir demander leur remboursement immédiat de leur créance de crédit d'impôt recherche tout de suite après imputation. C'est-à-dire que donc, la PME va déclarer son crédit d'impôt recherche, va l'imputer sur son IS, et si son crédit d'impôt recherche est supérieur à son IS, elle va pouvoir en demander le remboursement immédiat. Donc, le remboursement, la demande de remboursement, donc pour les PME comme pour les grandes entreprises, est une réclamation contentieuse. Donc, c'est-à-dire que le remboursement du crédit d'impôt recherche ne sera pas de droit. C'est-à-dire que vous allez faire une demande à l'administration fiscale qui a théoriquement l'obligation de regarder votre demande, qui va avoir possibilité de vous demander des informations complémentaires pour justifier votre crédit d'impôt recherche et éventuellement par la suite vous accorder le remboursement de votre crédit d'impôt recherche. Également, il y a un ordre d'imputation. Donc, pour les entreprises qui ne sont pas des PME, donc comme je vous le disais, elles vont imputer leur crédit d'impôt recherche sur leur impôt sur les sociétés, puis sur les 3 impôts sur les sociétés suivants si elles n'ont pas imputé la totalité de leur CIR. Et donc, l'ordre à suivre pour imputer le crédit d'impôt recherche est d'imputer en priorité le crédit d'impôt recherche de l'année N. Donc, vous allez déposer votre crédit d'impôt recherche de l'année 2017. Vous allez imputer en priorité, même si vous avez des créances antérieures, votre crédit d'impôt recherche de l'année 2017 sur votre impôt sur les sociétés 2017. Et ensuite, vous allez rechercher la créance la plus ancienne et imputer dans l'ordre ensuite du plus ancien vers le plus récent. Parallèlement à la possibilité de demander le remboursement, il y a des solutions parallèles, notamment l'imputation sur une créance à venir. Donc, une fois que votre créance de crédit d'impôt recherche est devenue liquide et exigible, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle est remboursable, en quelque sorte,
Si vous ne souhaitez pas vous la faire rembourser, vous pouvez demander à ce que soit elle soit imputée sur les CIR suivants, donc l'imputer sur plus de 4 impôts sur les sociétés consécutifs, soit demander à ce que cette créance serve à payer un autre impôt, donc la TVA, l'impôt sur les salaires, voilà. Donc, une fois qu'il est devenu liquide et exigible, vous pouvez demander, donc il y a un formulaire dédié qui existe à l'administration fiscale, la possibilité d'utiliser votre créance de CIR pour payer un autre impôt que l'impôt sur les sociétés ou pour ne pas, enfin, c'est une alternative au remboursement du crédit d'impôt recherche. Donc, il existe également des solutions proposées par des établissements bancaires, donc de mobilisation de créances et de préfinancement du crédit d'impôt recherche. Donc, le préfinancement du crédit d'impôt recherche, c'est pour donc une entreprise qui souhaiterait en amont de ses travaux de recherche pour avoir un financement, en gros déclarer du CIR par anticipation. Donc il y a des établissements bancaires qui proposent ça. Donc on vous a mis Neftis par exemple qui propose le préfinancement du crédit d'impôt recherche, qui vous propose de financer vos travaux de recherche en échange de la cession de la créance de crédit d'impôt recherche qui sera déclarée par la suite. Et il existe également une possibilité de mobiliser sa créance auprès d'un établissement bancaire. Donc là, on est dans le cas d'une entreprise qui a déclaré du crédit d'impôt recherche, mais qui ne peut pas encore se faire rembourser, mais qui a besoin de liquidité, qui peut aller donc voir un établissement bancaire avec son dossier de crédit d'impôt recherche et vendre en quelque sorte, céder à l'établissement bancaire sa créance de crédit d'impôt recherche. Donc voilà. Donc une fois que vous avez tous ces éléments pour qu'est-ce que vous faites de votre créance de CIR et comment déclarer votre crédit d'impôt recherche, voilà, Fabrice va vous faire un petit récapitulatif de ce webinaire. Alors effectivement, on voulait le faire en 2 points. En premier lieu, on vous a montré aujourd'hui finalement comment anticiper la déclaration du crédit d'impôt recherche de 2017. Donc on a revu ensemble les points clés de vérification en vue de ce dépôt. Dans l'optique d'action corrective à moyen et long terme, il convient également dès maintenant d'anticiper la déclaration du CIR de l'année prochaine, donc du CIR 2018, parce que c'est aussi au moment où on réalise les travaux que la justification du crédit d'impôt recherche d'après, finalement, se joue également. La vie de votre entreprise continue, les opérations de R&D aussi, donc il faut suivre aussi ce mouvement-là, essayer de synchroniser au maximum vos actions de calcul et de justification avec le déroulé des travaux. On vous propose du coup 4 points qui sont spécifiques. En premier lieu, et dans la logique de justifier précisément les opérations retenues pour le CIR, il convient de réaliser un suivi pointu des projets, ainsi qu'une traçabilité en temps réel et aussi fine que possible des opérations de R&D et des ressources qui sont utilisées pour les effectuer. Cette préconisation peut être réalisée au moyen d'outils proposés par nos partenaires, tels la Boxy ou Expernova, comme on l'a vu au long de ce webinaire. Le second point d'anticipation concerne les demandes d'agrément de vos sous-traitants. Donc, il faut bien retenir que vous avez jusqu'à la mi-année de la première année pour laquelle la demande d'agrément doit être demandée. Aussi, il faut que vous vous posiez la question dès maintenant si vous souhaitez faire demander ou solliciter l'agrément d'un de vos prestataires au titre du CIR 2018, qu'il a un temps limité pour le faire, pour faire parvenir à sa demande au ministère de la Recherche. Par ailleurs, si vous souhaitez obtenir la position de l'administration fiscale sur l'éligibilité d'un projet engagé, vous pouvez le faire en procédant par rescrit. Cette demande de rescrit, elle doit parvenir à l'administration 6 mois avant la déclaration du CIR. Vous devez noter que la demande de rescrit peut porter sur la validation d'un plancher de dépenses éligible au CIR, mais uniquement dans le cas des PME. Que vous pouvez demander, tout type d'entreprise peut demander un rescrit sur les opérations de recherche que la société s'apprête à déclarer au sens du CIR. Par contre, sur le plafond des dépenses, ce n'est accessible qu'aux PME avec un chiffre d'affaires qui n'excède pas 1,5 million d'euros. Enfin, pensez dès maintenant à l'utilisation du CIR et notamment songez que des sociétés comme BPI ou Neftis, notre partenaire, peuvent vous proposer des solutions de préfinancement du CIR, donc soit le financement avant son dépôt, soit vous accompagner sur la mobilisation de créances une fois que vous avez déclaré le crédit d'impôt recherche. Je vais laisser la parole à François-Xavier qui va vous présenter quelques actualités autour du crédit d'impôt recherche pour terminer ce webinaire.
Voilà, donc on va terminer donc avec deux actualités. Donc voilà, le dispositif a assez peu évolué dernièrement, mais tout de même sur la procédure de déclaration, la loi de finances rectificative pour 2017 prévoit l'obligation de la télédéclaration du CIR au plus tard pour le CIR 2019. Donc voilà, petit à petit, tous les impôts se télédéclarent. Le CIR est un des derniers à pouvoir encore être déclaré en papier. Et l'obligation de télédéclaration donc, sera effective pour le crédit d'impôt recherche au plus tard pour le CIR 2019, donc déclaré au plus tard en mai 2020. Et également, il y a une deuxième nouveauté sur les taux d'intérêt de retard, donc qui était jusque-là à 0,4% par mois de retard en cas de redressement suite à contrôle fiscal. Et donc aujourd'hui, à compter du 1er janvier 2018, les taux d'intérêt de retard vont passer à 0,20% par mois. Donc voilà, c'est les deux nouveautés qui ont eu lieu, qui ont été introduites par la loi de finances rectificative pour 2017. Mais sinon, le dispositif reste plus ou moins stable ces dernières années. Donc voilà, vous avez aujourd'hui toutes les clés pour bien déclarer votre crédit d'impôt recherche. Merci. Alors merci à tous. Alors pendant la session, vous avez posé certaines questions. Vous avez encore la possibilité de le faire pendant que François-Xavier et moi allons voilà, vous restituer les questions qui ont été posées et y répondre. Alors François-Xavier, on a une première question qui concerne la sous-traitance au regard du crédit d'impôt recherche, et notamment celle-ci. Est-ce que un sous-traitant peut demander, donc déclarer un crédit d'impôt recherche? Alors, tout à fait. Un sous-traitant agréé, j'imagine. Alors, c'est pas possible, on peut du coup évoquer les deux points, je pense. D'accord. Donc en effet, le fait d'être un, donc je vais commencer par le sous-traitant agréé. Effectivement, demander un agrément au titre du crédit d'impôt recherche n'est pas du tout neutre au regard de son calcul. C'est-à-dire que le sous-traitant agréé au titre du crédit d'impôt recherche ne va pas pouvoir déclarer de crédit d'impôt, enfin ne va pas pouvoir calculer de crédit d'impôt recherche sur les dépenses qu'il engage pour effectuer des travaux pour un donneur d'ordre qui lui est éligible au crédit d'impôt recherche. C'est-à-dire que un sous-traitant agréé va devoir déduire de l'assiette de son propre crédit d'impôt recherche les factures qu'il émet à un donneur d'ordre éligible au CIR. Peu importe que le donneur d'ordre déclare du CIR ou pas. Il suffit que ce donneur d'ordre soit éligible au crédit d'impôt recherche. Donc ça, c'est pas une nouveauté puisque ça a toujours été le cas. En revanche, la position de l'administration fiscale s'est durcie sur ce point-là en 2014, puisque avant 2014, il n'était pas précisé que quand le donneur d'ordre ne faisait pas de crédit d'impôt recherche, le sous-traitant devait déduire de son crédit d'impôt recherche les factures qu'il émettait à son donneur d'ordre, puisque la motivation initiale de cette obligation de déduction était que les dépenses ne devaient pas être prises en compte deux fois les mêmes dépenses pour calculer du CIR. Donc effectivement, si un sous-traitant agréé faisait du crédit d'impôt recherche sur les dépenses et que derrière il facturait un donneur d'ordre qui lui aussi faisait du crédit d'impôt recherche, il y avait deux fois du CIR sur les mêmes travaux. Aujourd'hui, ça n'est plus possible et aujourd'hui même, l'administration fiscale va beaucoup plus loin et indique que dès lors que le donneur d'ordre est éligible au crédit d'impôt recherche, le sous-traitant agréé ne va pas pouvoir faire de CIR sur ces dépenses-là. Donc effectivement, c'est une opération qui n'est pas neutre du tout pour un sous-traitant agréé. Maintenant, pour un sous-traitant qui n'a pas d'agrément, lui, il peut faire du crédit d'impôt recherche comme n'importe quel contribuable et peu importe qu'il refacture derrière un donneur d'ordre éligible au CIR ou non ces prestations, puisque le donneur d'ordre, lui, ne pourra pas les prendre en compte dans son propre crédit d'impôt recherche, puisqu'il engagera des dépenses vers un sous-traitant non agréé. Donc voilà. Donc effectivement, la demande d'agrément n'est pas neutre du tout au regard du crédit d'impôt recherche, même si, dans l'absolu, elle n'empêche pas le sous-traitant agréé de déclarer du crédit d'impôt recherche.
Merci François-Xavier. On a une deuxième question, cette fois-ci plutôt sur l'aspect d'éligibilité des opérations. Donc la question est la suivante. Le temps passé d'un collaborateur en formation, par exemple un master, peut-il être éligible s'il est lié à une démarche de recherche ou d'innovation? Alors pour le coup, là on va bien se placer dans le cadre d'un collaborateur qui est salarié de la société, donc sachant que peuvent prétendre au CIR, au calcul du CIR, en termes de dépenses de personnel, les salariés de la société qui sont salariés et donc payés par la société. On peut aussi avoir le cas d'un salarié qui serait mis à disposition par une autre entité. Mais là, on va bien se placer dans le cas d'un collaborateur qui est salarié de la société. Alors, pour le coup, l'aspect purement de formation, donc assister à des heures de formation qui sont dispensées par un organisme de master, ça c'est une opération qui n'est pas éligible, donc qui ne peut pas être reprise dans le cadre d'un crédit d'impôt, dans le cadre du calcul du crédit d'impôt recherche. Par contre, notamment dans le cadre des masters qui sont réalisés en recherche, les masters 2, je crois, le temps qui est passé dans la société par le collaborateur pour travailler sur son sujet de recherche, si tant est que ce sujet de recherche soit bien un sujet qualifié au sens R&D, au sens du CIR, là pour le coup, oui, on peut reprendre ce temps passé par le collaborateur, puisque ce sera bien finalement du temps passé, de l'investissement sur le projet de recherche en tant que tel. Donc si je dois résumer, pour le coup, la vision, c'est le temps en formation, plutôt l'exclure, parce que ça ne fait pas partie du temps de recherche effectif. Par contre, pour peu qu'il y ait des travaux qui soient réalisés avec dans le cadre d'un vrai sujet de recherche, mais qui ne soit pas de la formation pure, pour le coup, on peut reprendre les heures de ce collaborateur dans le cadre du calcul du CIR. J'espère avoir répondu de manière correcte et dans l'esprit à la question qui a été posée. François-Xavier, on a une dernière question qui a été posée par les auditeurs aujourd'hui. Donc en 2018, peut-on déclarer un projet et des temps passés de 2016 non déclarés par omission en 2017? Donc est-ce que je peux déclarer sur le CIR 2017 finalement des heures qui auraient été omises en 2016? Alors, les deux principales conditions, alors une des principales conditions pour déclarer du crédit d'impôt recherche, c'est que les dépenses engagées par l'entité déclarante doivent impacter le résultat fiscal de l'année pour laquelle on va déclarer du crédit d'impôt recherche. Donc, dans votre cas, si je comprends bien, vous avez omis de déclarer des dépenses en 2016, donc des dépenses qui ont été supportées en 2016 par votre société et comptabilisées en charge en 2016 par votre société, et vous souhaiteriez faire ce rattrapage en fait sur la déclaration d'impôt 2017. Donc ça va pas être possible puisque les charges vont être comptabilisées en 2016 et pas en 2017. Donc vous ne pourrez pas déclarer en 2017 des dépenses que vous avez engagées en 2016. En revanche, il est tout à fait possible pour un contribuable qui a oublié des dépenses dans l'assiette de son crédit d'impôt recherche, de faire ce qu'on appelle une déclaration rectificative, c'est-à-dire de faire une déclaration 2016 après les délais de déclaration, entre guillemets, prévu. C'est-à-dire que donc, votre CIR 2016, vous aviez jusqu'au 15 mai 2017 pour le déclarer. Si vous dépassez cette date, mais que vous vous rendez compte a posteriori que vous avez oublié des dépenses, il est tout à fait possible de faire ce qu'on appelle une déclaration rectificative, c'est-à-dire en gros une déclaration tardive. Vous allez remplir le même formulaire 2016. Par contre, il va vous falloir motiver votre demande, c'est-à-dire que c'est une réclamation contentieuse qui va être examinée par l'administration fiscale, qui va décider ou pas de vous accorder ces dépenses supplémentaires. Mais si vous estimez que cette demande est légitime et que vous avez oublié pour une raison ou pour une autre des dépenses qui sont tout à fait éligibles, il n'y a pas de raison que cela vous soit refusé. Donc pour répondre à votre question, il n'est pas possible de rattraper en gros dans votre déclaration 2017 les dépenses que vous avez oubliées en 2016. Par contre, vous pouvez faire une déclaration rectificative 2016 dans laquelle vous allez indiquer les dépenses que vous avez omises cette année-là. J'espère que j'ai répondu à votre question. Eh bien, écoutez, nous vous remercions pour avoir participé à ce webinaire. Et si vous avez toutefois d'autres questions, n'hésitez pas à envoyer vos questions à nos experts à finance-innovation, INN
ovation@heming.com. Excellente fin de journée, bonne journée à vous tous. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Merci, au revoir à tous.